Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les derniers mouvements dans la politique commerciale britannique. Oui, bonjour. On a sous la main plusieurs papiers intéressants du Financial Times. Exactement. Et il nous parle d'une annonce assez importante, un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis. L'objectif, c'est de décrypter un peu ensemble ce que ça veut dire vraiment, cet accord, et puis comment il s'inscrit dans la stratégie britannique après le Brexit. C'est ça, voir un peu la portée réelle. Voilà. Alors, le point de départ, c'est simple. Cet accord, il existe. Le Financial Times, dans sa section FT View, dit que c'est un pas bon, modeste, mais quand même bienvenu. Le fameux « mieux que rien ». C'est un peu ça, mieux que rien. Mais alors, qu'est-ce qui change concrètement, sur le terrain? Principalement, ce qu'on voit, c'est que Washington a supprimé certains tarifs douaniers, des tarifs punitifs. Ah oui, lesquels, par exemple? Le whisky, Oui, le single malt écossais notamment. Ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. d'accord. Et ces tarifs, ils venaient d'où, à la base? Alors, il faut se rappeler que c'était une réponse américaine aux taxes européennes sur le numérique. Ah oui, les GAFAM, et tout ça. Exactement. Et Londres avait choisi de maintenir ces taxes après sa sortie de l'UE. Du coup, les États-Unis avaient répliqué. D'accord, je vois. Donc là, il y a un allègement sur ce point précis. Oui, mais attention, il faut surtout regarder ce qui ne change pas. C'est-à-dire? Eh bien, les gros tarifs américains sur l'acier et l'aluminium britannique. Alors ceux de l'air trempe. Ceux-là même, ils restent en place, pas touchés. Ah d'accord. Donc, on est loin du grand accord de libre-échange espéré par certains après le Brexit, alors. Très loin, oui. Clairement, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus limité. Mais pourquoi cette portée si limitée, alors? Si ce n'est pas le grand soir commercial, qu'est-ce qui freine? Il y a plusieurs raisons, d'après le FT. D'abord, le contexte politique aux États-Unis. Disons que l'administration actuelle n'est pas hyper fan des grands accords de libre-échange en ce moment. La priorité est ailleurs. Voilà. Et puis, il y a un autre point, très important, les normes. Les normes, c'est-à-dire? Entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les standards commencent à diverger de plus en plus. Ah oui, depuis le Brexit. Surtout dans l'agroalimentaire, par exemple. Et ça, forcément, ça complique les choses pour négocier un accord très large avec les États-Unis qui ont eux aussi leurs propres exigences, leurs propres normes. L'alignement devient difficile, quoi. Je vois. Les conséquences très concrètes du Brexit sur la capacité à négocier, en fait. Tout à fait. Et tout ça, ça se passe dans un climat commercial qui reste tendu, non? J'ai vu dans les pages 4 et 5 du FT qu'on parle encore beaucoup de l'impact des tarifs de Trump sur les entreprises. Il y a une vraie incertitude qui demeure. Absolument, c'est un point crucial. Les entreprises, y compris des grands noms comme Toyota ou d'autres constructeurs auto, elles le disent. Ces tarifs, ça pèse sur les coûts, ça perturbe les chaînes d'approvisionnement, c'est pas réglé. Donc ce petit accord sur le whisky, c'est une goutte d'eau dans cet océan de tension. C'est un peu ça. Il faut vraiment voir cet accord RU-USA dans ce contexte global de friction et d'incertitude. Et puis, le FT suggère aussi de le voir comme une pièce d'une stratégie britannique plus large. C'est-à-dire? Une stratégie de rechange. En quelque sorte, oui. Le Royaume-Uni cherche ailleurs. Il multiplie les pistes, il vise des accords plus ciblés. On parle de l'Inde, des pays du Golfe. Et sur quel secteur? Surtout les services, le numérique, l'investissement. Des domaines où il pense avoir une carte à jouer. Donc une diversification, si je comprends bien. On ne met pas tous ses œufs dans le panier américain ou européen? C'est l'idée, oui. Et c'est là que c'est intéressant, cette dualité. D'un côté, Londres veut montrer qu'il trace sa propre voie, qu'il est indépendant. Mais de l'autre, et ça le FT le souligne très bien, ces accords, même s'ils sont symboliquement importants, ils sont loin, très loin de compenser les pertes commerciales avec l'Union européenne. Ah oui. Le volume n'est pas le même, j'imagine. Pas du tout. Perdre un accès facile au marché unique, avec des normes harmonisées, des chaînes logistiques intégrées, c'est énorme. Et ce n'est pas quelques contrats dans les services avec l'Inde qui vont remplacer ça, du moins pas rapidement. Donc le vrai défi reste entier. Exactement. Le vrai défi pour le Royaume-Uni, c'est pas juste de signer des papiers, c'est de construire de vrais avantages compétitifs, des avantages durables, tangibles, dans ce nouveau paysage mondial. Ok. Donc si on essaie de résumer, on a cet accord qualifié de mieux que rien. Oui, Il allège un peu la pression sur certains produits, comme le whisky. C'est concret. c'est ça. Mais il ne règle pas les gros problèmes comme l'acier. Et surtout, il ne change pas fondamentalement la difficulté pour le commerce britannique post-Brexit. C'est une bonne synthèse, oui. Ça résume bien la situation. Et ça ouvre une question plus large, finalement. Tout à fait. La question de fond, c'est, au-delà de ces accords, sur quoi le Royaume-Uni peut vraiment miser.
Quels sont ses atouts spécifiques, son innovation, ses niches porteuses pour pas juste survivre, mais pour prospérer dans cette nouvelle économie mondiale? Une question qui est loin d'être simple, j'imagine. Clairement pas. Ça va demander des choix stratégiques forts, sans doute. Bon, eh bien, notre exploration s'arrête là pour aujourd'hui. C'était passionnant, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. À bientôt.